Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, bon début de semaine. Content que tu me parles de ça. Ça fait encore réagir ce matin nos auditeurs. Quelqu'un nous demande, j'aimerais savoir combien ça va coûter faire venir le roi pour le power trip de Monsieur Carney. Un autre dit, va falloir désormais que Ginette Renault chante le God Save the Queen au match du Canadien. Mais ça titille bien des gens. Je reprends le mot anglais. Monsieur Carney, quand il a expliqué cette décision d'inviter le roi Charles pour le discours du trône, il dit underscores la souveraineté du Canada. Donc ça souligne. Souligne, c'est ça. Mais alors, je suis pas sûr que c'est clair pour les gens de quelle façon, là. Alors, c'est contre ça que j'en ai, évidemment. D'abord, la surprise étranglée des souverainistes qui ont un buyer's remorse, qui ont une espèce de regret de l'acheteur et qui voudraient un remboursement et qui n'assument pas le choix qu'ils ont fait et aujourd'hui disent « Oh, scandale, on va nous servir le roi Charles pour le discours du trône ». Ce qui est absolument incompréhensible, puis tu n'as pas besoin d'être seulement souverainiste pour ça. Tous les Canadiens peuvent se poser la question, en quoi pourrions-nous marquer notre souveraineté devant les Américains en invitant ce qui symbolise d'une certaine manière la vassalisation du Canada devant l'Angleterre. Parce que c'est exactement ce qu'on fait. Tu me dis, on veut marquer le coup et montrer qu'on a des muscles, commence à acheter des avions, embauche des militaires, fait en sorte que le Canada soit une puissance respectable. Alors, jamais assez certainement pour empêcher les Américains, s'ils le voulaient, de passer la frontière. Mais ça, c'est concret. L'idée que t'appelles le roi Charles à la rescousse, alors peut-être que ça fait un peu la nique à Donald Trump, qui était tout excité quand le premier ministre Starmer était venu le voir à la Maison-Blanche et il avait annoncé qu'il y avait une invitation signée de la main du roi pour venir pour une deuxième visite d'État en Angleterre, ce qui était apparemment sans précédent. Alors peut-être que ça va venir chatouiller les sensibilités de Donald Trump, mais fondamentalement, comme image qui va marquer notre volonté de souveraineté, on aurait pu faire beaucoup mieux. Au même titre, et on en avait parlé, puis je pense que c'est adjacent, qu'il était surprenant, mais en même temps pas du tout, que Mark Carney annonce sa candidature officieusement aux États-Unis, 3 jours avant de le faire au Canada. Quand je dis officieusement, c'était au Daily Show de Jon Stewart, on en avait parlé. Alors, il avait fait une remarquable performance qui a été vue, qui a donné la mesure du personnage, de sa capacité même à être drôle. Mais à partir du moment où, comme futur premier ministre du Canada, tu choisis de faire l'annonce aux États-Unis, c'est une partie aussi peut-être de ta souveraineté culturelle que tu viens de consentir. Si tu n'en es pas conscient, en tout cas, c'est très implicite quant à moi. Alors aujourd'hui, et depuis 2 jours, voir la communauté souverainiste qui dit on a fait un pacte parce que dans les circonstances, c'était le moins mauvais choix et qui sont surpris. Je dis, il n'y a pas de surprise. Pas plus qu'il y a à être surpris ou à l'horizon qu'il ne sera pas très sensible aux enjeux souverainistes ou nationalistes du Québec. Je rappelle que quand il était gouverneur de la Banque d'Angleterre, il avait vraiment pris fait et cause contre le Brexit, qui était un geste de souveraineté de citoyens anglais, mais qui appartiennent à la catégorie, ça a été un peu galvaudé, parce que Mme Clinton a fait beaucoup de succès avec l'expression. Mais tu sais, c'était les déplorables Anglais qui choisissaient essentiellement, les gens qui ne vivent pas à Londres, de dire on veut sortir de l'Union européenne. Alors, je fais le pari que c'est pas la première des surprises que nous aurons. Et Mark Carney n'est pas responsable de ça. Il est parfaitement égal à lui-même. Il est conforme au personnage qu'il est. On n'a pas à s'en prendre à lui. On ne peut que s'en prendre à nous d'avoir pensé que une fois acheté la marchandise, il y aurait autre chose que les fantasmes qu'on projetait sur lui. Mais plusieurs ont noté qu'il y avait même pas l'air, aux questions des journalistes, il y avait pas l'air d'avoir une réflexion sur la popularité du roi au Québec, là, que le roi d'Angleterre au Québec ou chez les Acadiens francophones, il avait l'air surpris comme si on te soumet un enjeu nouveau, Stéphane, dont tu n'as jamais entendu parler. Là, quelque Surprise. Surprise. Ouais, il avait l'air surpris de ça. Quand on parle de son manque de sensibilité ou de réflexe ou... Mais
c'est pas juste aux enjeux québécois. On l'a vu aussi sur des enjeux de culture populaire au Canada qu'il comprenait peu ou mal parce que, encore une fois, on peut pas lui faire le reproche. Il a passé beaucoup de temps à l'extérieur. Sa culture, c'est un homme mondial. Nécessairement. Peux-tu dire ça? C'est un homme mondial. Donc, les folklores locaux, puis les cultures locales, puis les intérêts régionaux. C'est pas un défaut et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on l'a désigné parce qu'on pense qu'il sera le meilleur des interlocuteurs pour contrer la menace trumpienne. On verra si c'est vrai. D'ailleurs, ça va se juger très rapidement. En tout cas, pour une première partie à Washington, il s'envole tout à l'heure. Mais même d'un point de vue anglo-saxon, enfin anglophone au Canada, qu'on puisse penser que d'inviter le roi Charles, même si on n'a pas le rapport que nous avons au Québec avec la famille royale, d'inviter le roi Charles pour marquer notre souveraineté, mais c'est marcher sur la tête, c'est délirant. Parce qu'en théorie, en 1931, avec le traité de Westminster, le Canada a rachevé complètement sa souveraineté sur toutes les formes d'être un pays souverain qui relève plus de Londres. Puis là, en 1982, le rapatriement de la Constitution, s'il y avait un ultime symbole qu'on a pu... Ça a tout réglé. Alors, c'est clair que c'est encore un personnage qui apparaît sur nos billets. On est lié à la couronne d'Angleterre, mais pour marquer le coup de ta souveraineté, rappeler le roi qui d'ailleurs n'avait pas l'énergie pour aller aux obsèques de François il y a 10 jours à Rome, mais qui va trouver l'énergie de venir au Canada. Et du point de vue des Américains, c'est presque risible. Ils ont, eux, fait le parcours jusqu'au bout. Ils ont choisi de se libérer de la couronne. Et aujourd'hui, c'est à l'ombre de Charles qu'on va montrer qu'on a peur de rien. Ceci dit, M. Carney avait toujours dit que la condition de base, la ligne de départ d'une discussion avec les États-Unis sur les négociations commerciales et autres, c'était que les États-Unis nous respectent la souveraineté du Canada. Et Donald Trump, 48 heures avant la rencontre avec Mark Carney, qui a donné une longue entrevue où il a répété de long en large que lui, l'annexion du Canada, ça va toujours être à l'ordre du jour, il va toujours en parler à chaque fois, ça fait partie de ses plans. Est-ce que c'est au point où M. Carney pourrait annuler sa visite à Washington? Non, ça n'arrivera pas. Il va être à Washington en fin de journée, sinon demain matin, mais je pense qu'il est attendu en fin de journée. Donald Trump qui a quand même précisé, c'est important, que la menace militaire était inopérante quand il parle d'annexer le Canada. C'était pas ça l'enjeu, mais qu'il y avait toujours intérêt pour les Canadiens de se joindre à la grande famille américaine, de devenir le 51e État, alors qu'il ne renonce pas à cette possibilité d'intervention militaire pour mettre la patte sur le Groenland. Mais à quelques heures de la visite, c'est évident que Donald Trump n'a pas changé d'idée sur ce projet d'union entre les deux pays, sinon qu'il mesure encore ses effets face à Mark Carney. C'est Carney, on l'apprend, qui a établi la communication après l'élection pour parler avec Trump, et il a répété qu'il avait de bons rapports. On est loin du gouverneur Trudeau. On verra si ça change sur la substance, les enjeux. Sinon, moi, je pense que Donald Trump a besoin, on en parlait vendredi, de concret, d'entente et de progrès. Il peut pas dire on aura quelque chose plus tard, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, et de laisser l'incertitude dominer. Et je me permets sur la question de l'incertitude, parce que cette entrevue aussi nous a donné quelques informations sur ce qui se passe en Ukraine. On sent de plus en plus l'impatience. Il a refusé de dire lequel des deux partenaires niaisait avec le POC, mais on a compris que c'est probablement maintenant les Russes. Et franchement, disons-le, c'est un échec, cette affaire de la négociation de la paix entre l'Ukraine et la Russie pour l'administration, qui pensait, non pas en 24 heures, mais en tout cas en quelques semaines, pouvoir s'entendre. D'abord, il y a un problème. Tu peux pas être co-belligérant, comme les Américains le sont, parce qu'ils participent au conflit du côté d'Ukraine, et t'imposer comme médiateur. Résultat, la solution d'une paix durable, je n'y crois pas. Je pense qu'il y croit de moins en moins. Ça laisse deux mauvaises solutions derrière. Il se retire et n'appuie plus l'Ukraine au risque que le pays, en tout cas, soit davantage malmené. Peut-être que davantage aussi de territoire tombera dans la poche des Russes. Et la troisième solution, qui est aussi humiliante pour Donald Trump, c'est justement pour éviter un effondrement d'Ukraine, qu'il fasse du sous-Biden, c'est-à-dire qu'il l'aide, continue à envoyer de l'aide militaire et d'une manière ou d'une autre, de l'aide même économique, ce qu'il a toujours dit qu'il ne ferait pas. Dans tous les cas de figure, pour l'instant, c'est pas un gros succès pour M. Trump. Rapidement, 2 autres nouvelles qui ont fait le tour du monde. Une attaque au missile à l'aéroport Ben Gurion, à l'aéroport en Israël, qui est revendiquée par les Houthis du Yémen.
Alors c'est important parce que d'abord, ils ont tiré à 1800 km de distance. Le missile est arrivé à quelques mètres d'une piste d'atterrissage de l'aéroport international qui sert Israël, l'aéroport Ben Gurion qui est entre Tel Aviv et Jérusalem. C'est territoire sacré, disons-le, c'est pas un jeu de mots. C'est-à-dire que quand tu joues avec des installations aussi stratégiques et que tu te rends et que le fameux dôme de fer ne fonctionne pas, il y a comme péril en la demeure. On dit un missile hypersonique qui aurait donc franchi la distance entre le Yémen et Israël très rapidement. Ça dit quelque chose de la possible vulnérabilité des Israéliens et ça dit quelque chose aussi que quelqu'un a fourni ça, parce que je pense pas que les Houthis ont construit ça dans leur garage, là. C'est évidemment pas dans leur garage, sinon que leurs opérations sont de plus en plus sophistiquées. L'Iran est un partenaire essentiel et quasi unique. Oui, tout à fait. Mais ce que ça fait, alors que les Américains disent et négocient avec l'Iran pour essayer de trouver une solution pacifique, les Israéliens vont vite perdre patience. Et si ça dérape là-bas, ça sera pas beau. Et les élections en Roumanie, tu surveillais ça, puis ce qui devait arriver arriva? Alors, ça semble, je dis souvent ça, très loin de notre réalité, mais ce l'est pas du tout parce que c'est des phénomènes de populisme qui frappent plusieurs pays. C'est pas arrivé au Canada, c'est pas arrivé en Australie, qui a choisi un peu comme le Canada de se rallier à une solution contre les conservateurs. Des élections qui avaient été annulées en décembre dernier par la Cour constitutionnelle en Roumanie parce qu'on disait que celui qui a gagné avait bénéficié d'un free ride de TikTok. Les méchants réseaux qui avaient donc manipulé la population, qui ne savait pas ce qu'elle faisait, 23% au premier tour, c'est lui qui est arrivé en tête. Ça a été donc annulé. Il y avait une deuxième élection qui commençait hier, premier tour, et celui qui remplace ce candidat maudit a fait beaucoup mieux qu'en novembre dernier. 41% d'appui. Le candidat derrière lui, maire de Bucarest, est à 21-22% pro-européen, mais c'est là qu'on est vraiment dans un conflit qui ressemble à ce qu'on voit un peu partout. Les souverainistes qui font du dégagisme disent aux partis traditionnels, tassez-vous de là, à 41%. Deuxième tour dans 2 semaines. Qu'est-ce que va faire la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'ils vont dire il y a eu de la manipulation, il y a des électeurs qui, encore une fois, ne savent pas ce qu'ils font? Ou alors peut-être, je dirais que parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, il faut changer un peu le cours des élections. J'en doute. Ça serait difficile de faire 2 fois la même chose. La seule vraie question, c'est est-ce que lui est capable de passer de 41 à 50 plus 1, où l'ensemble des électeurs, appelons-les pro-européens, vont se rallier autour du candidat qui est arrivé loin derrière. C'est à surveiller parce que ça va avoir un impact déterminant sur la dynamique politique en Europe. La phrase que les médias un peu partout ont retenue, traduit évidemment du roumain, là, mais les voleurs dégagés, les patriotes arrivent. Là, c'est comme ça que lui positionne l'élection. Eux sont des patriotes pour le pays. Laisse entendre que les autres partis sont gangrénés par la corruption. C'est un discours qu'on a entendu pas juste en Roumanie. Et c'est vrai qu'en Roumanie, depuis la chute du mur, il y a eu quelques pourris au pouvoir qui s'en sont mis plein les poches, mais ça serait pas le seul fait des Roumains. Je termine en disant, parce que ça aussi c'est conséquent, il y a une agence du gouvernement allemand vendredi qui est arrivée à la conclusion, qui protège la Constitution allemande, qui est arrivée à la conclusion que le principal parti politique du pays, parce qu'aujourd'hui dans les sondages, l'AfD fait mieux que ceux qui ont remporté les élections, les chrétiens démocrates. L'AfD est considéré comme un danger, une menace à la démocratie allemande, et les services secrets internes de l'Allemagne ont maintenant le droit de les infiltrer, de les espionner, d'envoyer des agents pour les avoir à l'œil. Alors, c'était vrai qu'ils étaient à distance surveillés, mais là, il y a carrément une carte blanche qui est donnée pour que ce parti, et je le répète, en ce moment, dans les sondages, c'est le premier parti allemand, soit continuellement sous la loupe des services secrets. C'est la question, et qui se posera de plus en plus souvent en Europe. Est-ce qu'il y a des électeurs qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités et qui doivent donc être surveillés de plus près parce qu'ils font les mauvais choix? Stéphane, merci. À demain. Cube